qu'est-ce qu'on peut retenir de la conférence de presse de ce soir? La conférence de presse de ce soir avait deux objectifs. Premièrement, nous devrions réaffirmer la détermination du M5 RFP à atteindre ses objectifs. Nous avons résumé ces objectifs en 4 points. Le premier, c'est que nous exigeons désormais que ceux qui ont donné l'ordre aux forces antiterroristes d'aller tuer des Maliens en ville, de tuer les Maliens dans les concessions, de tuer des Maliens dans la rue, d'aller tuer des Maliens dans les lieux de culte, doivent être arrêtés, jugés et condamnés. Nous avons mis un pool d'avocats qui va constituer un dossier, s'il n'est déjà fini, pour instruire des poursuites au niveau national et international. Nous savons très bien que dans la cour de l'ORTM, certains étaient venus pour tuer des responsables nommément cités de la CEMAS, l'imam Diarra et Issa Kaoudim. Nous savons aussi que l'un des premiers éléments qu'ils ont tué dans la cour de l'ORTM, Faisal, était militant de la CEMAS. Nous savons aussi que les forces antiterroristes se sont acharnées sur la mosquée de l'imam Diko, où ils ont tué des fidèles. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Deuxièmement, nous avons dit qu'à partir de ces assassinats, nous ne pensons plus qu'Ibrahim Boubacar Keïta ait la qualité morale, psychologique de regarder les Maliens dans les yeux et leur dire qu'il veut rester leur président. Donc l'exigence de démission du président Boubacar Keïta, du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime a été réaffirmée ce soir. Troisièmement, nous avons levé un coin du voile sur les objectifs stratégiques du M5 RFP. J'ai précisé ici que le M5 RFP a une vision stratégique pour le Mali. Le M5 RFP est très lucide, a une grande capacité de discernement par rapport aux problèmes qui sont posés et comment il faut les résoudre. Nous avons levé aujourd'hui un coin du voile sur la transition démocratique que nous comptons installer au Mali. Les M5 RFP, les dirigeants du M5 RFP ne feront pas du Mali ce qu'ils veulent. Le Mali sera ouvert pour que l'ensemble des fils du Mali, de toutes les couches professionnelles, de toutes les régions, de toutes les conditions de vie, de l'intérieur comme de la diaspora, se retrouvent pour définir les conditions de la refondation de l'État malien, les conditions de la mise sur pied des nouveaux Mali, Mali Croix, les conditions de la refondation, de la sauvegarde de la démocratie, les conditions du retour à nos valeurs culturelles et sociétales sur lesquelles doit reposer ce nouveau Mali. Voilà ce coin du voile que nous avons levé aujourd'hui. C'est ça l'objectif de la conférence de presse. Et nous avons profité aussi pour répondre à certaines préoccupations des journalistes. Deuxième grand objectif de la conférence, c'était pour rendre compte sommairement de nos entretiens avec la délégation de la CEDEAO. J'ai précisé à la délégation de la CEDEAO que la CEDEAO est l'enfant du Mali. C'est le président de la République du Mali qui en a eu l'initiative en 1975, qui a invité le président du Nigeria. C'est à deux ici à Bamako qu'ils ont planté l'arbre qui s'est appelé l'arbre de la CEDEAO. Et donc nous considérons que la CEDEAO est l'enfant du Mali. C'est cet enfant né en 1975 qui a grandi, qui a mûri, qui est venu tenir la main de son père, le Mali, dans la tourmente en 2012. Et c'est à l'issue de cela que le Mali s'est stabilisé à travers ce qu'on appelle l'accord préliminaire de Ouagadougou du 18 juin 2013. Cet accord, qui est l'accord de la CEDEAO, l'accord du Mali, indiquait trois choses. Premièrement, organiser l'élection présidentielle.
C'est à l'issue de cette élection qu'Ibrahim Boubacar Keïta a été élu. Deuxièmement, dès son installation, 60 jours après l'installation de son gouvernement, il devait organiser des négociations inclusives avec les mouvements armés afin d'aboutir à un accord global pour la paix. Il ne l'a pas respecté. Les Maliens ont vu Ibrahim Boubacar Keïta installé au pouvoir, qui a dit qu'il ne négociera pas avec les rebelles. Le résultat, c'est la catastrophe de Kidal, d'avril 2014. Troisième exigence de la CEDEAO, qui était consignée dans l'accord de Ouagadougou, c'est que dès son installation, il organise le cantonnement et le désarmement des rebelles. Près de 8 ans après son investiture, les rebelles sont toujours armés, ils ne sont pas désarmés. Et donc nous avons dit à la CEDEAO qu'Ibrahim Boubacar Keïta a violé, il a trahi l'engagement qu'il y avait entre la CEDEAO et le Mali dès qu'il s'est installé. Deuxièmement, lorsqu'Ibrahim Boubacar Keïta s'installait, il a été élu, plébiscité, 77% plus le soutien de son challenger, dont près de 100% des Maliens l'ont désigné comme président pour ramener la paix. Pour ramener la paix. C'est à cause de ça qu'il a été élu. Il n'a pas été élu à cause des tracteurs, des engrais qui datent de la période de ATT. C'est ATT qui en avait eu l'initiative en 2003. Et donc, quand il est venu en 2013, l'État malien était à Kidal. Il y avait une insécurité résiduelle parce qu'il y avait un gouverneur, il y avait des préfets, il y avait l'administration, les directeurs nationaux, il y avait l'ORTM, il y avait le drapeau du Mali. Un contingent de 150 militaires. Il s'agissait juste du savoir-faire politique pour négocier avec les mouvements armés un accord politique. Il ne l'a pas fait. Le résultat, c'est que plus de 7 ans après son installation, le Mali a perdu aujourd'hui. L'État malien ne contrôle pas 75 à 80% de son territoire. Il ne reste plus que 20 à 25%. Et nous avons dit que si nous ne changeons pas de président d'ici 1 ou 2 ans, les 20% risquent de disparaître. Et nous avons dit à la CEDEAO, c'est pour ces raisons, entre autres, que nous exigeons sa démission. Aujourd'hui, la guerre civile au centre, ce n'était pas le cas quand il venait. Aujourd'hui, les Maliens ont perdu l'espoir. Nous leur avons rappelé le rôle éminent que le Mali a toujours joué en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, le Mali a perdu son prestige. Le Mali est devenu le ventre mou de la lutte contre le terrorisme. Tous les fonds que le peuple malien a mis à la disposition de son armée ont été détournés. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas d'équipement militaire à la hauteur. Nous n'avons pas de vecteurs aériens. Nos soldats n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Défense qui l'a dit devant les députés. Nous avons dit donc à la CEDEAO que le Mali est pris en otage aujourd'hui par une oligarchie qui nous a pris à la gorge. Le seul espoir que les Maliens avaient, c'est d'attendre les élections pour changer de gouvernance. Les élections législatives de 2020 ont montré que l'élection ne sert plus à rien. Parce que ceux dont on a volé la victoire, ils sont sortis pour manifester. Qu'est-ce que Ibrahim Boubacar Keïta a fait? Il a envoyé les forces antiterroristes tirer et tuer à Sikassou. Nous avons manifesté dans le cadre de la Constitution. Il a envoyé tirer et tuer les Maliens. Ça veut dire donc que les élections ne servent plus à rien. C'est donc l'absence d'espoir, le désespoir, les horizons bouchés qui ont fait que les Maliens n'ont d'autre chose que de soulever le couvercle et se libérer du joug de cette oligarchie plutocratique qui est en train de nous transformer en esclaves. Voilà ce que nous avons expliqué à la CEDEAO. Ils nous ont dit clairement qu'ils ont une ligne rouge. Ils ne peuvent pas demander la démission d'un président démocratiquement élu. Nous leur avons dit, et je leur ai donné l'exemple, j'ai dit l'élection, le président élu, c'est comme un chauffeur auquel le peuple a donné un permis pour le conduire. Si ce chauffeur passe son temps à faire des accidents, à tuer des personnes, à sortir hors de la route, le peuple est en droit de lui retirer le permis. C'est ce qui se passe avec Ibeka. Et quand il se réfère à la Constitution, nous avons dit très clairement que toutes les actions du M5 RFP s'inscrivent dans le cadre de la Constitution. La désobéissance civile est un droit constitutionnel. Et que c'est Ibrahim Boubacar Keïta qui est en dehors de la Constitution, qui après avoir violé ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis du peuple malien sur le plan politique, et a violé la Constitution du Mali. Nous avons donné plusieurs exemples, je vais vous en citer 2. Un exemple, la Constitution dit que quand le président est investi, il jure devant Dieu et le peuple
pour dire qu'il va respecter et faire respecter la Constitution et les lois du pays. Je leur ai donné 2 cas. On a donné beaucoup, mais je vous cite 2 de violations flagrantes très pédagogiques. La Constitution dit que le mandat des députés c'est 5 ans. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas enlever. Lorsque le mandat des députés est arrivé à terme en 2018, le Premier ministre a écrit à la Cour constitutionnelle pour dire qu'on n'arrive pas à organiser les élections. Est-ce qu'on peut augmenter le mandat des députés? La Cour constitutionnelle a écrit pour dire que ce n'est pas possible, que toute augmentation du mandat des députés est anticonstitutionnelle. Quelques semaines après, la même Cour écrit une lettre pour autoriser l'Assemblée, en violation de la Constitution, à prolonger le mandat des députés. Les députés votent en dehors de la Constitution, en violation de la Constitution, une augmentation de leur mandat. Et le président de la République, qui a prêté serment de respecter, de faire respecter la Constitution et les lois, a promulgué cette loi. Il a violé la Constitution, il a violé son serment. Deuxièmement, la loi qui crée la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur indiquent très clairement qu'il est interdit pour les membres de la Cour constitutionnelle de donner un avis, de donner une consultation, d'opiner sur des questions susceptibles d'être déférées devant elle à l'issue d'une élection. Ça tombe sous sens. Nous avons les preuves écrites qu'en 2018, le ministre de l'administration territoriale, voulant faire utiliser les procurations pour frauder pendant les élections, s'est adressé à la Cour alors qu'il sait que la loi électorale l'interdit. Ses conseillers lui ont dit. Il s'est adressé à la Cour pour demander: est-ce que je peux autoriser les procurations? Autrement dit, est-ce que je peux violer la loi? Nous avons les preuves que la Cour constitutionnelle a écrites pour autoriser le ministre à violer la loi. À partir de cet instant, nous considérons très simplement que les membres de la Cour, le membre de la Cour qui fait cela, le membre de la Cour qui fait cela, ce membre de la Cour a violé la loi, a violé les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle. À partir de ce moment, il n'est plus membre de la Cour, il est démissionnaire d'office. Et Ibeka a laissé faire. Voilà les quelques exemples que nous avons. Nous avons dit à la CEDEAO que notre exigence de démission du président de la République n'est pas négociable. Merci beaucoup.